merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, ce soir, on va parler de relais NTLM. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Romain, mon pseudo c'est Pixis. Je travaille chez Login Sécurité, qui est une boîte de service qui fait du pentest, mais aussi qui accompagne les clients derrière pour les aider à corriger toutes les vulnérabilités, et puis on les aide aussi d'un point de vue SOC à surveiller tout leur environnement. Sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur ce handle, Akendu. J'ai un blog sur lequel j'essaie aussi de vulgariser certains concepts, notamment une grosse partie de ce qu'on va voir ce soir. Voilà, je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue technicien d'essayer d'expliquer des concepts à d'autres pour vérifier que moi-même j'ai bien compris. Et puis j'essaie de développer des petits outils quand j'en ai besoin de temps en temps sur mon GitHub, notamment LSASI que j'utilise beaucoup en pentest interne qui permet de faire des dumps de LSAS à distance. Mais j'ai rien inventé en tout ça, c'est du travail fait par d'autres personnes, notamment Mohamed Alpi avec Mimikat. Je ne vais pas lui voler le travail. Donc NTLM relais, pourquoi je vais en parler ce soir? C'est parce que c'est une technique qui est beaucoup utilisée en pentest, qui n'est pas forcément toujours bien comprise, ni d'une part par les clients, et ni d'autre part forcément par les pentesters, parfois peut-être juniors, et puis qui possède certaines recommandations qui sont aussi souvent mal comprises, soit par manque d'informations, soit parfois les outils qui peuvent être un petit peu pas très précis sur les termes employés. Donc voilà, donc ça permettra un petit peu de mettre les points sur les i, savoir quand est-ce qu'on est protégé, quand est-ce qu'on n'est pas protégé, comment ça fonctionne vraiment un relais NTLM, et puis quelles sont les attaques malgré les protections qui peuvent être mises en place. Donc dans un premier temps, on va revoir très rapidement ce que c'est que NTLM, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, pour ensuite expliquer ce que c'est que le relais NTLM. On va expliquer 2-3 protections qui sont les signatures au niveau de la session, au niveau de l'identification, et enfin ce qu'on appelle le channel binding. Je me souviens jamais de la traduction française, donc je vais le dire en anglais. Et enfin quelques attaques, dans quel cas on peut faire quelles attaques quand on fait du relais NTLM. Donc NTLM, déjà, avant de parler de certains termes de hash, de certains termes de protocole, je vais mettre quelques points sur MEI, ou en tout cas j'aime bien parler avec ces termes-là. On entend souvent parler dans le deuxième paragraphe de net NTLM V1, net NTLM V2, de HNTLM, pour ne pas avoir de confusion dans ces slides, dans l'article et dans les documentations de Microsoft. On parle plutôt de HLM et HNT, qui sont deux versions de hash qui sont les mots de passe des utilisateurs Windows qui sont enregistrés à différents endroits, notamment les utilisateurs locaux qui sont dans la base SAM et les utilisateurs du domaine. C'est une version de leur mot de passe qui est enregistrée dans le NTDS Candid sur les contrôleurs de domaine. Donc, on parlera de HNT quand on fait, par exemple, du pass de hash. NTLM, c'est un protocole d'authentification qu'on va voir juste après. Et donc, les NTLM V1 et V2 sont les deux versions du protocole NTLM qui existent aujourd'hui. Et donc, quand on entend parler de net NTLM V1, en fait, on peut simplement parler de réponse NTLM V1 ou de HNTLM V1 ou réponse NTLM V2 ou HNTLM V2. Donc, je ne parlerai pas de HNTLM ni de net NTLM V1, net NTLM V2. Donc, NTLM, c'est un protocole d'authentification qui existe dans l'environnement Windows par défaut et dans un environnement Active Directory. Il vit à côté de Kerberos, mais aujourd'hui, on se sera plutôt sur NTLM. C'est un protocole d'authentification qui a le bon goût de ne pas faire transiter le mot de passe sur le réseau quand on s'authentifie auprès d'un serveur ou auprès d'un contrôleur de domaine, qui fonctionne sur le principe du challenge response, du défi réponse, qu'on voit vraiment dans quasiment tous les réseaux d'entreprise. Ceux qui ont réussi à le désactiver sont des entreprises qui ont déjà une grande maturité cyber parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup d'applicatifs qui dépendent de NTLM et donc le désactiver, c'est une tâche qui est assez compliquée. Donc, comment ça fonctionne, du challenge response? Si moi, je suis le client qui s'appelle Pixis et que je veux m'authentifier auprès d'un serveur, je vais m'annoncer auprès du serveur avec un message qui s'appelle Negotiate en disant « Je suis Pixis, je veux m'authentifier ». De son côté, le serveur, il va générer ce qu'on appelle un challenge, un défi, c'est une chaîne aléatoire qui va lui stocker dans un coin et il va m'envoyer également. Moi, de mon côté, ce challenge, je vais prendre mon secret, mon mot de passe, et je vais chiffrer ce challenge et lui renvoyer la réponse. Le serveur qui, lui, connaît mon mot de passe, ou du moins le hash de mon mot de passe, va faire le même processus de l'autre côté. Et si on retrouve la même réponse, c'est qu'on a utilisé le même mot de passe pour chiffrer le challenge. Donc, le serveur valide que j'ai la connaissance du secret partagé et donc que je peux m'authentifier. Ce qui est intéressant, c'est que NTLM, donc c'est un protocole d'entente, mais on peut s'authentifier en utilisant plein de types d'applicatifs, plein de types de protocoles différents, du SMB, du LDAP, etc. Et donc, NTLM, il est encapsulé, en fait, dans d'autres protocoles, grâce à une interface que propose Microsoft qui s'appelle la SSPI, Security Support Provider Interface. C'est vraiment des fonctions qui sont mises à disposition par Microsoft pour que n'importe quelle appli
puisse utiliser un protocole d'authentification sans avoir à le réimplémenter depuis zéro. Si tout le monde devait réimplémenter NTLM à chaque fois qu'on crée une appli, ce serait rapidement un joyeux bazar. Et du coup, l'authentification, donc la partie NTLM, elle est quasi, je reviendrai sur le quasi, indépendante de la partie applicative. Comment ça marche en 2 slides? Il y a 3 fonctions qui sont proposées par Microsoft, qui sont Acquire Credential Handle, Initial Security Context et Accept Security Context. Et en fait, le client et le serveur n'ont qu'à faire appel à ces fonctions pour pouvoir gérer cet échange NTLM, le Challenge Response. Donc, sous ces fonctions-là, il y a bien les messages Negotiate, Challenge et Response qui sont échangés. Mais du point de vue des applicatifs, c'est complètement opaque. D'ailleurs, Microsoft appelle ça des opaque tokens. Les applicatifs ne sont pas censés connaître les détails de NTLM pour pouvoir fonctionner. Et ça permet ainsi de pouvoir s'authentifier, que ce soit sur du SMB, mais sur du LDAP, sur du HTTP, etc. Ça, c'est une notion qui est assez importante parce qu'on va voir qu'on sera en mesure de faire du relais, ce qu'on appelle cross-protocol dans quelques slides. Donc ça, c'est pour le principe du NTLM. Le relais NTLM, eh bien, c'est une position dans laquelle un attaquant se place en homme du milieu, en man in the middle, entre un client et un serveur. Quand je parle de client-serveur, hein, c'est une mention de, il y a quelqu'un qui veut s'authentifier auprès de quelqu'un d'autre. Le serveur, c'est pas forcément un Windows Server, hein, ça peut être un Windows 10, peu importe. Et donc, l'attaquant, il fait vraiment passe-plat. Il arrive à se passer en position d'homme du milieu. Le client dit qu'il veut s'authentifier auprès de quelque chose, et donc là, auprès de l'attaquant. Eh bien, l'attaquant, il renvoie exactement le même message au serveur de destination, au serveur qui va tenter d'attaquer. Le challenge est généré par le serveur et envoyé à l'attaquant qui va vraiment faire passe-plat et envoyer ce challenge au client. Le client va calculer la réponse avec son mot de passe, le mot de passe dont l'attaquant n'a pas connaissance. Et cette réponse, ben, l'attaquant, il va la renvoyer au serveur, ce qui permettra à l'attaquant de se trouver en position authentifiée auprès d'un serveur. Ça, c'est vraiment le principe de base du relais NTLM. Et du coup, finalement, du point de vue du serveur, l'attaquant est un client complètement légitime qui a demandé à s'authentifier, qui a récupéré un challenge et qui a renvoyé une réponse correcte chiffrée avec le bon mot de passe, même si dans ce cas-là, dans ce scénario, l'attaquant n'a jamais eu connaissance du mot de passe. Ça permet donc à l'attaquant d'être authentifié auprès du serveur et c'est vraiment transparent du point de vue du serveur par défaut. Donc, on a dit que NTLM était encapsulé dans les différents protocoles et effectivement, ça permet, dans le cas du relais, de ne pas se limiter au protocole utilisé par le client en amont. Si un client s'authentifie via NTLM sur un applicatif HTTP, enfin sur un applicatif web, rien n'empêche l'attaquant de juste prendre la brique NTLM, le blob opaque, le token opaque dont parle Microsoft, et de la placer dans un autre protocole. Il n'y a rien qui empêche l'attaquant de faire ça. Et donc, ça donne une beaucoup plus grande latitude à un attaquant pour pouvoir faire du relais NTLM sans être contraint au protocole demandé par le client. C'est à prendre avec des pincettes. On va voir que ce relais cross-protocol a des limites et on va les comprendre pourquoi. Mais c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces slides et pourquoi j'ai fait de l'article, c'est que très souvent en pentest, j'ai essayé de relayer d'un protocole à l'autre. Une fois, ça marchait, une fois, ça marchait pas. J'avais jamais vraiment bien compris dans quel cas ça marchait, dans quel cas ça marchait pas. Et donc, c'était vraiment intéressant d'aller creuser un petit peu plus bas pour comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Il faut comprendre pourquoi parfois ça marche et pourquoi ça marche pas. Il faut qu'on parle de la signature des flux. La signature des flux, c'est un mécanisme qui permet de théoriquement se protéger contre le relais NTLM. Je vais montrer comment ça marche juste après, mais on peut avoir la signature des flux au niveau protocolaire, enfin au niveau applicatif, au niveau SMB, LDAP, HTTP, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la négociation de la signature, est-ce qu'on va ou pas signer nos flux entre un client et un serveur, elle ne s'opère pas au même niveau, au même moment, en fonction des protocoles qu'on utilise. SMB, il a des paquets qui sont prévus pour pouvoir négocier la signature des flux, on va voir en détail après, alors que LDAP n'est pas prévu pour ça et donc repose sur les échanges NTLM, d'où c'est presque indépendant. LDAP a besoin de piocher les infos dans ce token opaque pour pouvoir savoir si la session va être signée ou pas. Donc une signature de session, comment ça se passe? On a vu la première phase qui est la phase authentification, où le client a fait le challenge response pour prouver qu'il était authentifié. Ça marchera quoi qu'il arrive, même si il y a une signature des paquets qui est demandée et que le client n'est pas en mesure de signer ses paquets. Donc, il y a la partie authentification et ensuite, il y a la partie session. Donc là, c'est OK, je suis authentifié, je vais accéder à un partage réseau, je vais accéder à une donnée sur le serveur web
Et à ce moment-là, si la signature des flux est requise par les deux entités, enfin est requise, le client devra signer tous ses paquets applicatifs, c'est-à-dire qu'il devra utiliser son secret pour pouvoir signer, donc prouver que c'est bien lui qui a envoyé le paquet, et envoyer ça au serveur qui sera capable de vérifier la signature. Et donc ça, c'est embêtant lorsqu'on fait du relais NTLM, parce que nous, on a, dans cette histoire, pendant la phase d'authentification, on n'a jamais eu connaissance du secret du client. Et donc, eh bien, on a bien réussi à s'authentifier, ça marchera toujours. Par contre, dès qu'on va vouloir commencer à discuter avec le serveur, si le serveur nous dit « il faut que tu signes tes paquets », eh bien, on n'est pas capable de pouvoir signer nos paquets applicatifs et le serveur, il va rejeter toutes les demandes qu'on fera après. Donc, déjà, c'est un truc assez... Enfin, si personnellement, quand je me suis renseigné sur le sujet, c'était pas bien clair, ces deux aspects-là. On peut s'authentifier, mais c'est pas pour autant qu'on peut forcément ensuite discuter avec le serveur, avec le protocole qu'il propose. Et alors, pour bien comprendre dans quel cas ça marche, dans quel cas ça marche pas, on va avoir un point d'attention sur deux protocoles qui sont SMB et LDAP, qui sont vraiment deux protocoles qu'on utilise beaucoup dans un Active Directory parce qu'ils permettent de faire énormément de choses. Donc d'abord, la signature des flux SMB. C'est important de bien comprendre les trois statuts qui existent ou qui ont existé. Il y a les statuts. Je sais gérer la signature, mais si on ne me l'impose pas, je ne vais pas demander de signer les flux. En revanche, si un poste ou un serveur est en required, lui, il va imposer qu'il y ait une signature des flux. Donc, cette information-là, elle transite dans un paquet SMB qui est dédié, donc je ne me souviens plus le nom du paquet, mais on voit sur la petite capture d'écran en bas que signing enabled est à true, alors que signing required est à false dans cet échange. Donc, l'entité qui a envoyé ce paquet-là dit, moi, je sais gérer la signature, mais si toi, tu sais la gérer, mais que tu ne la requiers pas, on ne va pas signer nos flux. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans cette configuration-là, dans un réseau d'entreprise, encore une fois, par défaut. Par défaut, toutes les machines Windows sont en enabled, c'est-à-dire qu'elles ne requièrent pas la signature des flux, sauf les contrôleurs de domaine. Mais donc, ça veut dire qu'on est capable de faire du relais NTLM vers du SMB sur tous les serveurs et tous les postes de travail d'un environnement d'entreprise, excepté les contrôleurs de domaine. Donc, on est dans le cas au milieu, où les clients et le serveur sont en enabled, donc on est en SMBv2 en not sign. Et si jamais les machines utilisent du SMBv1, par défaut, elles sont en disabled. Mais bon, ça, c'est un cas qui est un peu plus rare. Donc, vraiment, par défaut, on est capable de relayer des authentifications auprès de tous les serveurs et tous les postes de travail, excepté les contrôleurs de domaine. LDAP, c'est un peu différent. Autant SMB, on le retrouve sur vraiment tous les postes et tous les serveurs d'un parc, autant un serveur LDAP, c'est beaucoup plus rare et en règle générale, ce sont uniquement les contrôleurs de domaine. Et donc, de la même manière, ils ont trois statuts, mais ils ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Soit ils ont le statut none, ça veut dire qu'ils ne savent pas gérer la signature des flux LDAP, soit negotiated signing, soit required. Mais cette fois-ci, si deux entités sont en negotiated signing, ça veut dire qu'elles savent l'une et l'autre signer les flux, mais en plus, ça veut dire qu'elles vont signer les flux. C'est-à-dire qu'elles vont signer dès que c'est possible. Donc, si je sais signer et que l'autre dit qu'il sait signer, alors on va signer, on va s'attendre à ce qu'il y ait une signature des flux entre les deux. Contrairement à SMB, qui lui avait un paquet dédié propre à SMB pour gérer la signature, enfin, annoncer si on sait signer ou pas, LDAP utilise des flags, des drapeaux dans la couche NTLM pour savoir si l'autre est capable ou non de signer des paquets. Ça ressemble à ça hein, quand on s'authentifie en NTLM, on envoie tout un tas d'informations. Je disais qu'on récupérait un challenge et qu'on shippait le challenge. En vrai, il y a un peu plus d'informations avec lesquelles on va répondre, qui vont donner des informations sur ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Et il y a notamment un drapeau qui s'appelle Negotiate Sign, qui dit est-ce que je sais gérer la signature des flux. Et donc typiquement, si un client s'authentifie via LDAP, eh bien par défaut, tous les Windows 10, 2019, 2022, etc. diront bah moi je suis récent, je sais signer mes paquets LDAP. Et donc, quand il enverra ça au contrôleur de domaine, le contrôleur de domaine dira « OK, signons nos flux ». En revanche, si jamais on arrive à intercepter un client qui ne sait pas signer ses flux, eh bien, on pourra l'envoyer au contrôleur de domaine parce qu'il manque une petite info, mais je vais la donner juste après.
Pourquoi on peut faire ça? Parce que donc par défaut, un contrôleur de domaine, il n'est pas en required, il ne requiert pas la signature des flux LDAP, il est en, alors je ne me souviens plus le terme, en negotiate signing. Donc ça veut dire que si on arrive à avoir un client qui ne sait pas du tout gérer la signature, on sera capable de le relayer vers un contrôleur de domaine sur LDAP. Autant pour SMB, les contrôleurs de domaine requièrent la signature SMB, autant pour LDAP, ils ne la requièrent pas, c'est vraiment si on sait la gérer en amont. Et donc ça, c'est super puissant, parce que si on arrive à relayer quelqu'un de privilégié qui ne sait pas signer ses flux, eh bien, on pourra le relayer vers LDAP, et en LDAP, c'est un protocole de l'annuaire, et donc on peut ajouter des gens au groupe domaine admin, on peut faire des choses comme ça, c'est très puissant si on arrive à négocier, à relayer une session privilégiée. Mais par défaut, si on relaie une authentification LDAP, les clients Windows 10 disent qu'ils savent signer. Si on relaie du SMB, les clients se disent également qu'ils savent signer les flux. Et donc, par défaut, eh bien, les clients vont mettre le flag Negotiate Sign à 1 dans la couche NTLM. Alors après, on est en homme du milieu, donc théoriquement, les flux qu'on voit passer, on peut peut-être essayer de les changer au moment où ça passe. Si le client dit « je sais signer la signature des flux, mais qu'on veut relayer vers du LDAP », eh ben, peut-être qu'on peut se dire on change le Negotiate Sign de 1 à 0, et comme ça, le contrôleur de domaine ne va pas nous demander de signer les flux. Et pour ça, il faut avoir en tête qu'il y a aussi une signature de la partie authentification. Quand on s'authentifie, on envoie nos 3 messages, Negotiate, Challenge et Authenticate. Dans le 3e message, Authenticate, le client va toujours mettre ce qu'on appelle un MIC, c'est le Message Integrity Code. C'est comme une signature qui va vérifier, qui va donc tamponner l'intégrité, tamponner les messages Negotiate, Challenge et Authenticate. Donc, si jamais nous, on essaye de modifier un flag NTLM dans un de ces 3 paquets, le MIC ne sera plus valide. Alors, on se dit, on recalcule le MIC. On ne peut pas le recalculer parce que la calcul du MIC dépend d'une clé de session et, je la fais rapidement, la clé de session dépend du secret de l'utilisateur. Encore une fois, on est un homme du milieu, on n'a pas la connaissance du secret de l'utilisateur. Donc, on n'est pas capable de le mettre à jour, ce MIC. Par contre, le MIC, il est optionnel. Donc, on peut se dire, on enlève le MIC puisqu'il est optionnel. Il est optionnel, mais si jamais il y a un flag qui s'appelle AVFlags qui est présent dans le Authenticate, le 3e message de NTLM, s'il est présent et qu'il vaut 2, ça veut dire que le MIC est présent et qu'il est attendu et qu'on ne peut pas l'enlever. Et ce flag-là, on ne peut pas le modifier parce qu'il est calculé dans la réponse NTLM. Donc, si on prend tout dans l'autre sens, c'est OK, ce flag-là, quand on reçoit le challenge du serveur, on va calculer la réponse, mais avec la réponse, on va rajouter tout un tas de drapeaux comme le Negotiate Sign, mais aussi le AVFlag 02. On ne peut pas le mettre à jour parce qu'on n'est pas capable, nous, de recalculer la réponse. Comme il y a le AVFlag qui vaut 0,2, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un MIC, donc on ne peut pas enlever le MIC. Et comme il y a un MIC et qu'on ne peut pas le recalculer, on ne peut pas changer les 3 messages Negotiate, Challenge et Authenticate, donc on ne peut pas changer le Negotiate Sign de 1 à 0. Donc dans ce cas-là, on est bloqué. Un petit point d'attention sur LDAP-S, qui est un cas qui est assez intéressant parce que ça fonctionne un peu comme LDAP, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Donc LDAP-S, c'est du LDAP dans un couche TLS. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a un serveur LDAP-S, donc très souvent, encore une fois, un contrôleur de domaine, il y a la partie TLS, mais dedans, il y a la partie LDAP. Et le serveur LDAP ne va pas s'attendre à ce que les flux LDAP soient signés. Pourquoi? Parce que la signature et le chiffrement sont censés être gérés par la couche TLS. C'est TLS qui va gérer tout ça pour LDAP. Donc, quand on a un serveur LDAP-S, les clients qui veulent communiquer avec LDAP-S doivent encapsuler du LDAP dans du TLS, mais leur LDAP ne doit pas être signé. Donc, le Negotiate Sign, il doit être à 0. Or, nous, si on veut, donc on se dit, on pourrait... du coup, de la même manière que pour LDAP, si jamais on relaie un client qui gère la signature par défaut, donc SMB ou LDAP, on ne peut pas le relayer vers du LDAP-S parce que là, notre client va dire, moi, je sais gérer la signature, alors que le serveur LDAP-S ne s'attend pas à ce que la partie applicative dans le tunnel soit signée. En revanche, pour HTTP, par défaut, le client HTTP sur Windows ne gère pas les signatures des flux. Donc, si on arrive à se mettre entre un client et un serveur et relayer une authentification HTTP, eh bien, le client HTTP ne va pas mettre le flag Negotiate Sign à 1, il va le laisser à 0. Et donc, comme il est à 0, on sera capable de le relayer soit vers du LDAP-S, soit vers du LDAP.
Et pour information, du coup, forcément, un client LDAPS légitime va pas non plus indiquer qu'il sait signer les flux. En revanche, c'est quand même plus rare de voir du trafic LDAPS sur un réseau d'entreprise, donc on en parle un petit peu moins. Mais voilà, l'idée du coup du relais NTLM, c'est soit de relayer vers du SMB parce que SMB, il n'y a pas de signature des flux qui est requise sur tous les serveurs autres que les contrôleurs de domaine, soit vers du LDAP ou du LDAPS, mais dans ce cas-là, il faut que la source, le client qu'on compromet, soit en train d'essayer de s'authentifier via HTTP. C'est ce que je viens de dire. Donc, on va voir, enfin, j'ai donné 2 exemples d'attaque, mais on va les voir un peu plus en détail dans quelques slides. Mais voilà, pour résumer, donc ça c'est ce que je viens de dire, et donc le MIC dans NTLM, c'est ce qui nous empêche de changer à la volée le flag negotiate sign de 1 à 0, et donc par défaut, on n'est pas censé pouvoir relayer du SMB vers du LDAP ou du LDAPS, ou du LDAP vers du LDAP ou du LDAPS. Il y a une dernière protection qui, pour le coup, n'est jamais mise en place par défaut, que personnellement, j'ai vu beaucoup dans des rapports de pentest. Il faut mettre en place le channel binding, mais en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est pas forcément bien compris ce que ça veut dire. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que quand c'est mis en place, c'est vraiment une très bonne protection. Le channel binding, en fait, il y a 2 types de channel binding, donc de liaison canaux, je crois que c'est en français. Il y a ce qu'on appelle le service binding et le TLS binding. Qu'est-ce qui se passe quand on a activé le channel binding et que c'est supporté par le serveur et par le client? Eh bien, on a toujours notre échange NTLM qui est fait, le challenge response, sauf que quand c'est activé, que le client, du coup, joue le jeu et fait faire du service binding, eh bien, dans son dernier message, dans le NTLM Authenticate, il va rajouter une petite info qui est sur quel protocole il est en train de communiquer, et même, c'est pas sur le schéma, un peu plus encore, il va dire à qui est-ce qu'il est en train de parler, qui est son interlocuteur actuel. Et donc, ça veut dire que nous, l'interlocuteur actuel, pour le moment, c'est nous, c'est Attacker. Et du coup, quand on va relayer cette information, si on change le protocole, le serveur, il va voir ce petit bout d'info, il va dire, attends, tu étais sur du HTTP d'après ton message Authenticate, et là, tu es en train de parler sur du SMB, donc il va refuser la session. Et de toute manière, il va voir dans ce petit message que, attends, la cible, c'était censé être une certaine IP ou un certain host, mais c'est pas moi, c'est pas le serveur. Donc, du coup, ça va refuser, pareil, l'authentification NTLM. Donc, quand ça, c'est mis en place, ça permet vraiment de bien se protéger. Après, c'est comme beaucoup de recommandations, ça marche très bien, mais c'est assez spécifique et il n'y a pas tous les clients qui supportent ça. Bien sûr, Windows le supporte, mais dès qu'on a du Linux ou des applis un petit peu vieilles ou des choses comme ça, ça peut casser des trucs. Donc, quand on recommande ça à un client et qu'on essaie de le mettre en place avec lui, eh bien, faut faire un peu une étude de son parc pour vérifier ce qui est vieux, pas vieux, Linux, pas Linux, qui supporte pas. Et si on a un client qui est sympa, c'est celui qui dit on met en place, et celui qui râle, on verra pourquoi. Mais s'il faut faire vraiment une étude complète du SI du client, c'est un peu plus long. Mais lorsque c'est en place, c'est vraiment une très très bonne protection. Donc là, c'est un tout petit, mais pour info, ça montre la petite étiquette que j'ai dit avec le service et la destination. Elle est mise sous la forme d'un SPN pour ceux que ça parle, mais vraiment, on a le type de protocole qui là est CIFS, ça veut dire SMB, / la destination, qui était une certaine adresse IP, qui était celle de l'attaquant. Et donc, quand le serveur va recevoir ça, il va dire, c'est pas mon adresse IP, et ou c'est pas le protocole avec lequel tu étais en train d'essayer de communiquer avec moi, donc il va refuser l'authentification. Et le TLS binding, malgré ce schéma un petit peu barbare, c'est vraiment le même principe, c'est on va lier. Parce que du coup, le binding, liaison, c'est ça, c'est qu'on lie la partie authentification NTLM à la partie applicative qui est autour. Et donc, cette fois-ci, on va lier la partie authentification au tunnel TLS. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'authentifie via LDAPS ou via HTTPS sur un serveur? On monte un serveur TLS qui est créé à partir du certificat, la clé publique, les privées, etc. Sauf que quand on est un homme du milieu, eh bien, nous, on a un tunnel TLS qu'on a ouvert avec le serveur, mais aussi, on a un tunnel TLS qu'on a créé avec la cible. Et en fait, ce que va faire le client quand il est activé, quand le TLS binding est activé, c'est que, encore une fois, dans le dernier message, dans l'Authenticate, il va mettre un hash du certificat qu'on lui a présenté tout au début de l'authentification. Donc, en l'occurrence, le certificat que nous, attaquants, on lui a présenté. Et donc, de la même manière, quand nous, on va le présenter au serveur il va dire, attends, c'est pas du tout, quand je calcule le hash de mon certificat, ça donne pas la même chose. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est mis entre les deux. Donc, je refuse de continuer de discuter avec toi.
Donc voilà, ça c'était pour avoir un peu une vision de ce que ça veut dire que le channel binding. J'espère que c'est un peu plus clair. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup ouvert les yeux quand j'ai creusé ce sujet. Donc suite à ça, j'avais fait une table qui permettait un petit peu de mieux se rendre compte dans quel cas on est capable de relayer, dans quel cas on n'est pas capable de relayer, en fonction des paramètres du client, du serveur, des protocoles utilisés, des protections qui sont mises en place. Et c'était vraiment pour répondre à ma question à l'époque de j'ai relayé, ça n'a pas marché, pourquoi j'étais pas capable de comprendre pourquoi, et donc grâce à toutes cette compréhension un peu plus entre guillemets profonde, parce que c'est pas non plus du bas niveau, mais un peu plus profond du sujet, ça m'a permis de construire cette table qui fonctionne très bien. Pour information, il y a un site qui s'appelle The Hacker Recipes, qui est fait par Shutdown, Charlie Bromberg, qui a fait aussi ce même style de table, et il a rajouté en plus de l'information sur les cas où on peut relayer, dans le cas où le serveur est vulnérable ou pas à jour, dans certains types de vulnérabilités présentes sur le serveur. Donc, je pourrais vous inviter aussi à aller voir. Donc, avec tout ça en tête, qu'est-ce qu'on est capable de mener à bien comme attaque quand on est en relais SMB? Alors, j'ai vu tout à l'heure que j'ai mis 2 fois la même ligne, c'est une erreur de copier-coller. Quand on essaie de relayer vers du SMB, donc on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est qu'on est capable de relayer vers n'importe quel hôte qui ne requiert pas la signature des flux SMB, et encore une fois, par défaut, dans un Active Directory, c'est le cas de toutes les machines Windows, sauf les contrôleurs de domaine. Je l'ai pas dit tout à l'heure, enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut aussi avoir en tête que il y a des outils comme, je crois que c'est Runfinger de Responder ou CrackMapExec, etc., qui indiquent que quand il y a un scan des hosts qui est fait, qui indique SMB enabled ou SMB disabled. C'est vraiment important que quand ils disent en général SMB enabled, ça veut dire que c'est required, et quand ils disent SMB disabled, ça veut dire que c'est enabled. Ça veut dire que c'est pas requis, quoi. C'était ça que je voulais raconter tout à l'heure. Bref, donc on peut relayer vers n'importe quelle machine qui ne requiert pas l'authentification. Quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les coercion, les méthodes d'authentification par coercition, je crois, coercion authentication methods. Ce sont des méthodes qui utilisent différents protocoles, endpoint RPC, différentes choses chez les machines Windows, qui, quand on discute avec une machine Windows, on est capable de forcer la machine à s'authentifier auprès d'une cible arbitraire, en l'occurrence en général nous. Et donc il y a beaucoup de coercion méthodes qui permettent de forcer des machines Windows à s'authentifier auprès de nous via SMB. C'est très commun, il y en a beaucoup qui sont sortis depuis plusieurs années. Donc autant il y a 4-5 ans, il y en avait une qui était très connue avec le spooler d'impression. Donc on pouvait essayer de la bloquer, autant là il y en a beaucoup, ça devient beaucoup plus compliqué de bloquer ça d'un point de vue défense. Donc on part un peu du principe qu'en général on est capable de forcer n'importe quel hôte d'un SI à s'authentifier auprès de nous en SMB. Et donc en tant qu'attaquant, une des premières choses que je regarde, c'est est-ce qu'il y a des comptes machines qui sont administrateurs d'autres comptes machines sur un SI? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que je peux forcer une machine arbitraire, et en l'occurrence une machine admin d'une autre machine, à s'authentifier auprès de moi et relayer ça vers une autre machine. Donc machine A qui est admin de machine B, je relais machine A vers machine B. Or, quand on a un compte privilégié sur et qu'on communique avec SMB, on est capable de faire pas mal de choses, on est capable de lire des partages réseau, mais pas que. Aujourd'hui, SMB, c'est un gros protocole qui embarque beaucoup de choses et qui notamment permet de la création de services et l'exécution de services. Donc, ça veut dire de l'exécution de code à distance sur les postes. Donc, ça permet vraiment de compromettre une machine. Et du coup, ça, c'est un deuxième point. Je l'avais mis pour autre chose, mais ça a fini en copier-coller et ça va me revenir sûrement. Quelques petits rappels sur, OK, on parle de relais MPLM, mais comment on se met en homme du milieu? Chez Windows, il y a pas mal dans le monde Windows et Active Directory, il y a pas mal de techniques. Je pense que la plus connue, c'est LLMNR et NetBIOS Time Service, qui sont deux anciens protocoles de résolution de nom, qui, dans un environnement Active Directory, lorsque je fais une requête DNS et qu'il n'y a personne qui répond, que l'entrée n'existe pas, Windows, par défaut, va fallback, va essayer d'autres protocoles, notamment LLMNR et NetBIOS Time Service, et il va demander tout autour de lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle FileServe01, par exemple? Et nous, en tant qu'attaquant, on dit oui, c'est moi, et donc ça nous permet de se mettre en homme du milieu. Ça, c'est une première technique. Il y a IPv6 aussi, qui est super intéressant. Par défaut, les machines Windows, il y a IPv4 et IPv6 qui sont activés, mais en général, dans un environnement d'entreprise, tout est configuré en IPv4 et rien en IPv6.
Or, chez Windows, IPv6 est prioritaire par rapport à IPv4. Donc nous, en tant qu'attaquant, on peut se placer dans un environnement d'entreprise. On se fait passer pour un serveur DHCP IPv6, on pousse des confs à tout le monde en disant bah, la passerelle par défaut c'est moi, le serveur DNS c'est moi, etc. Et donc les machines Windows, comme IPv6 est prioritaire par rapport à IPv4, elles prennent en compte la conf et toutes les prochaines requêtes elles vont passer par nous. Et donc ça nous permet de faire aussi du relais. Et enfin, il y a DNS dans un environnement, encore une fois, Active Directory. Par défaut, tous les utilisateurs du domaine, quels qu'ils soient, quel que soit leur droit, ont le droit d'ajouter des entrées arbitraires DNS sur un contrôleur de domaine. Et par défaut, encore une fois, l'entrée wildcard, elle n'existe pas sur un contrôleur de domaine. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'attaquant, on peut dire bah, wildcard, c'est mon adresse IP. Alors, attention de ne pas faire ça sur un environnement où il y a je sais pas, 40 000 postes et, 500 serveurs parce que on va se retrouver avec un flux énorme de réseau et ça risque de casser les choses. Mais c'est bon à savoir. Et donc, ça va vraiment permettre de n'importe quelle machine qui essaiera de communiquer avec soit une machine qui n'existe plus, soit qui a été décommissionnée, soit une faute de frappe ou peu importe, et ben ça ira sur notre machine d'attaquant et nous ensuite on essaie de relayer vers telle ou telle cible. Et il y a WPAD aussi qu'on peut rajouter et je vais expliquer en quoi c'est intéressant juste après. Donc ça c'est pour le relais vers SMB. D'autres techniques qui sont super intéressantes, c'est le relais vers LDAP ou LDAP-S. Donc cette fois-ci, c'est quand on a un client, si vous avez bien suivi, c'est quand un client ne sait pas gérer la signature des flux, parce que LDAP et LDAP-S, il faut que le negotiate sign soit à 0. Or ça, c'est par défaut, les clients HTTP Windows ne savent pas signer les flux, donc ils ont un negotiate sign qui est 0. Qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on peut relayer un compte vers du LDAP, donc vers un contrôleur de domaine et parler en LDAP? On peut faire plusieurs attaques. Déjà, on peut faire le quatrième point qui est de créer un compte machine. Ça peut être utile pour différentes attaques, notamment pour la première. Parce que, encore une fois, c'est des comportements par défaut chez Active Directory. N'importe quel utilisateur du domaine, quel qu'il soit ses droits, par défaut, a le droit d'ajouter jusqu'à 10 machines, de créer jusqu'à 10 comptes machines au domaine. Et donc ça, c'est super utile quand on n'a vraiment aucun compte dès le départ et qu'on arrive à relayer quelqu'un qui a aucun droit particulier, aucun droit d'admin, bah au moins on peut essayer de créer un compte machine et comme ça ça nous donne un compte avec un mot de passe qu'on a choisi arbitrairement et ça nous donne on passe de non authentifié à un pentest authentifié et ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur l'Active Directory. Mais on peut également, si on arrive à relayer un compte machine avec HTTP, faire ce qu'on appelle du Resource Based Constraint Delegation, la délégation contrainte basée sur les ressources. Il y a pareil, là, c'est des grands articles, donc je ne vais pas tout réexpliquer, mais la conséquence de cet abus, c'est de nous donner la main sur le compte machine qu'on a relayé, via différentes étapes de délégation, etc. Mais donc voilà, si on arrive à relayer une machine en HTTP, grâce à l'attaque RBCD, ça nous permet de prendre la main sur la machine, d'être admin sur la machine. Donc c'est extrêmement puissant. Il y a Key Credentialing aussi, qui est un peu dans le même style de conséquence, qui a été découvert un peu plus récemment, où grâce au relais LDAP du compte en question, on va ajouter une clé publique dans les attributs LDAP du compte machine, et ensuite, nous, avec la clé publique qu'on aura générée, on sera capable de s'authentifier en tant que ce compte machine-là. Donc pareil, ça permet de prendre la main sur une machine qu'on a relayée. Et enfin, si jamais on a des droits vraiment d'administration plus, on peut faire du DCSync. Alors, il n'est peut-être pas au bon endroit. Peut-être qu'on aurait pu le mettre sur SMB parce que le DCSync, ça peut être fait, c'est un mot un peu fourre-tout qui peut être fait de différentes manières. Mais grosso modo, ça veut dire récupérer tout le contenu de la base NTDS, donc la base de données des utilisateurs, machines, etc. sur le contrôleur de domaine, et notamment tous les hashes des comptes qu'on pourra ensuite réutiliser pour s'authentifier sur le domaine. Et donc ça c'est bien, finalement HTTP ça a l'air super puissant, ça nous permet de prendre la main sur les machines, prendre la main sur les utilisateurs, etc. Mais comment c'est plus rare qu'on arrive à avoir du HTTP. Les coercion méthodes dont je parlais tout à l'heure, en général elles existent pour ça permet d'avoir des authentifications SMB. Mais il y a des cas qui sont assez particuliers. La première c'est si les posts utilisateurs qu'on relaie ont un service qui s'appelle Web Client. C'est un service qui s'active un peu de manière voodoo, arbitraire, selon différentes conditions. Si jamais alors je ne les connais pas toutes, mais si jamais on accède à un partage réseau ou à un WebDAV, ou des choses comme ça, c'est un service qui s'active et qui du coup est parfois activé sur certaines machines Windows. Très honnêtement, du coup, j'ai plus les détails sur comment c'est activé, mais
En tant qu'attaquant, on peut scanner sans avoir de droit particulier les machines pour savoir lesquelles ont ce service d'activer. Et quand elles ont ce service d'activer, eh bien, les coercion méthodes dont je parlais tout à l'heure, on peut les modifier un peu pour non plus que la machine s'authentifie via SMB, mais qu'elle s'authentifie via HTTP, via WebDAV. Et donc là, on a une authentification HTTP venant de différents clients, différentes cibles, qu'on pourra relayer pour faire les différentes attaques qu'on a vues, et notamment prendre la main sur ces machines-là. De la même manière, avec un peu un mix de tout ce dont on a parlé, IPv6, qui est donc prioritaire sur IPv4, WPAD, qui est donc le moyen pour une machine Windows de récupérer une configuration réseau en allant récupérer une conf sur un serveur web, grosso modo. On est capable de nous faire passer pour un serveur, pour être là où se trouve la configuration WPAD et forcer une machine à s'authentifier par nous via HTTP et donc encore une fois prendre la main sur cette machine grâce à la ressource Based Constraint Delegation. Et enfin, je l'ai mis, même si c'est un peu vieux maintenant, mais PrivExchange, c'est juste pour montrer que ça existait, on n'est jamais à l'abri que ça n'existe plus. PrivExchange, c'était une vulnérabilité qui existait sur les serveurs Exchange, en fait, qui était une feature, mais qui avait été utilisée comme vecteur d'attaque grâce à toute cette compréhension-là. C'était une feature qui permettait de faire une coercition d'authentification, mais HTTP, sur les serveurs Exchange. Et donc, on pouvait forcer n'importe quel serveur Exchange à s'authentifier auprès de nous via HTTP. Or, il se trouvait que quand on installait un Exchange dans un environnement jusqu'à 2019, si je ne m'abuse, eh bien, les machines serveur Exchange faisaient partie d'un groupe qui avait les droits, grosso modo, de tout péter sur Active Directory, de se synchroniser avec les contrôleurs de domaine, etc. Et donc, à partir du moment où on arrivait à forcer un serveur Exchange à s'authentifier auprès de nous, ce qui était le cas par défaut, on pouvait relayer vers du LDAP sur les contrôleurs de domaine et donc se donner des droits d'administration sur le domaine. Il y avait un blog post, je ne l'ai pas mis en source, j'aurais dû le mettre, de Dirk Jan, qui avait écrit ça, et ça s'appelait One API Call Away from Domain Admin. Ça avait fait, voilà, c'était très puissant, et pareil, quand c'était sorti, je trouvais ça chouette, mais je comprenais pas pourquoi ça marchait pas avec les autres coercion méthodes, et voilà, ça permet de comprendre que HTTP, ça ne demandait pas la signature des flux, donc on pouvait le relayer vers LDAP ou LDAP-S. Et ça marche plus, ça s'est mis en veille. Et là non plus. Ah ouais? Ah si, voilà. Dernier petit slide, c'est sur NTLM v1. Par défaut, NTLM v2, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans les réseaux d'entreprise. Et heureusement. Pourquoi? Parce que NTLM v1, c'est très vieux, c'est tout pété. C'est un protocole qui utilise des très vieilles suites de chiffrement. Donc, d'une part, si on arrive à capturer une réponse NTLM v1 de la part d'un client dans le relais NTLM, même si on la relaie pas ou si ou on la relaie vers quelque chose d'arbitraire, si on capture la réponse, la suite de chiffrement étant tellement obsolète qu'avec une machine d'attaque un peu récente, enfin une machine de calcul un peu récente, on est capable de retrouver le hash NT associé en quelques heures, voire jours. Il y a aussi un service qui s'appelle crack.sh qui permet de l'avoir en quelques secondes. Bon, après, il faut faire attention parce qu'on envoie quand même sur un service tiers des données ultra critiques qui sont le HNT d'un compte à l'intérieur d'une entreprise. Mais du coup, si on ne peut pas, justement, soit on n'a pas de jour devant nous, soit on ne peut pas envoyer ça sur crack.sh, et ben NTLM v1, c'est beaucoup plus simple que NTLM v2. Il n'y a pas tous les drapeaux dont on a parlé, le NS AV flags qui demande s'il y a un nick, etc. Et du coup, comme il n'y a pas ces drapeaux-là, bah, le nick qui est mis par défaut par les clients, il n'y a plus rien qui le protège, il n'y a plus rien qui indique il doit être là ou il ne doit pas être là. Et donc, quand on relaie du NTLM v1, on peut tout à fait enlever le nick. Comme on enlève le nick, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui protège les 3 messages de notre authentification NTLM. Et s'il n'y a plus rien qui le protège, bah, on peut très bien changer pour le coup le negotiate sign de 1 à 0 pour n'importe quel protocole qu'on relaie. Et donc, si jamais on voit qu'il y a du NTLM v1 qui est accepté par un contrôleur de domaine, ou qu'un contrôleur de domaine peut s'authentifier en utilisant NTLM v1, et ben nous, on se place en relais, on va relayer vers un autre contrôleur de domaine, ce qui est, parce que très souvent, dans une entreprise, il y a au moins 2 contrôleurs de domaine, juste pour une histoire de redondance. Et donc, on utilise par exemple l'outil NTLM Relix, qui est en tout petit ici, mais en destination, on met l'autre contrôleur de domaine sur LDAP. On fait une coercion d'authentification sur le premier contrôleur de domaine. Encore une fois, c'est quasiment toujours possible. Ouf, ça fait du bien. Encore une fois, c'est quasiment toujours possible, mais du coup, le premier contrôleur de domaine va s'authentifier en SMB avec le negotiate sign qui vaut 1. Et ben, on l'enlève, on le met à 0. On enlève le nick avec le --move nick. Comme on est en NTLM v1, il n'y a pas de vérification si le nick est là ou pas. Et ça nous permet de faire des actions en tant que le DC1 sur le DC2 via LDAP, le contrôleur de domaine 1 sur le contrôleur de domaine 2. Et là, bah, les contrôleurs de domaine ont les droits de faire tout un tas de choses, notamment
de la RBCD comme on a vu tout à l'heure par exemple, Key Credentialing pour mettre des histoires de clés publiques, clés privées. Enfin, voilà, ça nous permet de prendre la main sur le contrôleur de domaine 1. Et une fois qu'on a pris la main sur le contrôleur de domaine, a priori, c'est API hacking. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Marche ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez faire passer, s'il vous plaît. Derrière, monsieur derrière. Oui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le TLS Binding, Ouais. notamment sur sa mise en pratique? La mise en pratique, elle est dans le blog, je ne sais plus les détails. Tu veux dire comment l'activer concrètement? Vous auriez un exemple résumé, par exemple. Ça se trouve, c'est dans les clés de registre. Alors, pareil, je les connais plus par cœur, hein, mais ça se place dans les clés de registre, ça se configure par GPO. J'ai plus le nom de GPO par cœur, enfin de l'entrée dans la GPO, mais ça se place, ça se configure par GPO. Donc, d'un point de vue serveur, c'est le serveur qui va requérir le TLS binding. Donc, en général, on place ça sur une GPO qui s'applique au contrôleur de domaine, parce que ce sont les contrôleurs de domaine qui présentent ce service-là, LDAPS. Et donc, une fois que par GPO, on a contraint les contrôleurs de domaine à n'accepter que des authentifications avec TLS Binding, tous les clients devront s'y contraindre, ce sera indiqué dans la négociation NTLM, tous les clients devront s'y contraindre et ajouter du coup le hash du certificat qu'ils ont reçu dans le dernier paquet. Je me souviens plus de la conf exacte, par contre, dans hackanddo.com, le NTLM Relay, je la donne exactement la configuration à mettre sur le contrôleur de domaine pour que ça fonctionne. Je n'ai plus le détail du nom exact. D'accord, eh bien merci. De rien. Il y a une autre question. Pas mal de blogs pour le blog Hackendo. Ouais. Allez sur Hackendo, c'est très bien. D'autres questions? Oui, non? Très bien.